Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07. Aujourd'hui, nous sommes à l'Argentière, devant un site exceptionnel. Nous sommes en effet au palais de justice de ce charmant village du sud Ardèche. Et nous allons dans quelques instants avoir l'honneur d'interviewer Marc Lamola et Patrick Merly, auteurs du Trou à rats dans l'enfer des prisons françaises. Et nous avons la chance, et nous remercions d'ailleurs la mairie de l'Argentière de nous avoir donné la possibilité d'entrer dans l'ancienne prison de l'Argentière, créé en 1791. C'est un reportage évidemment TV07 et toute l'équipe aujourd'hui très heureuse de se retrouver à l'Argentière. Nous rentrons dans les prisons de suite. Patrick Merly, bonjour. Marc Lamola, bonjour. Alors Patrick Bonjour. Merly, vous avez durant 34 ans exercé dans les plus grandes prisons françaises en qualité d'agent pénitentiaire, communément gardien et voire même maton. Marc Lamola, vous avez exercé, vous, 27 ans à la BAC de Marseille. Et l'on s'était rencontrés il y a quelques années pour la sortie du Sale Boulot, confession d'un flic à la dérive. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un ouvrage, un témoignage fort, brut, non lissé, qui ne laisse pas indemne. Et j'avoue avoir mis plusieurs semaines à me remettre de la lecture de cet ouvrage. C'est un livre que vous avez écrit ensemble, et nous allons savoir pourquoi un gardien, un agent pénitentiaire écrit un livre avec un ancien flic. Alors ce livre, comment est née l'idée? C'est une rencontre au départ? C'est tout à fait ça, ouais, c'est une rencontre. Lorsque j'écris mon premier livre, Patrick me contacte par mail. Un mail, et donc on est en Marseillais tous les deux, on se rencontre. On est sur la fin de nos carrières tous les deux à ce moment-là, et on est dans le même état d'esprit psychologique. Donc on est... moi, je suis fracassé par mes 27 ans de police et Patrick est dans un état aussi psychologique assez défaillant. Et donc, on échange nos ressentis et je réalise en fait que j'ai pas été le seul à souffrir moi, dans la police. Patrick a également vécu des choses fortes que l'on évoque dans le livre. Et nous vient cette idée de mettre ça par écrit. Voilà, c'est avant tout donc une rencontre, comme vous le disiez, et une belle histoire d'amitié par la suite, et une envie de faire un peu de faire croiser nos deux carrières, nos chemins, nos cursus, moi dans la police et Patrick dans les prisons. Vous êtes transformé depuis l'écriture de ce livre? Complètement, enfin, à mon avis, complètement, oui. Tout ce que j'ai souffert, tout ça est parti, quoi, depuis que je suis à la retraite, quoi. Je vis une autre vie, j'ai d'autres occupations, et j'ai plus cette lourdeur là que m'a mené ce métier, tous ces déboires, quoi. Quand on fait maton, on n'est pas bien souvent dans sa peau, quoi, malheureusement, quoi. Enfin, c'est peut-être pas le cas pour tous les matons, ou tous les flics, hein. Je parle crûment, mais c'est comme ça. Mais bon, des gens sont plus fragiles que d'autres, et c'est vrai que la prison, bon, c'est le hors-norme de la société, quoi. Je ne crois pas, si je peux me permettre, que ce soit une question de fragilité, c'est une question d'avoir le courage d'assumer quelque part ses faiblesses, les faiblesses d'hommes, d'être confronté sans cesse à toutes ces, excusez-moi, saloperies. Et d'avoir ce courage, je pense que c'est un courage, de le dire, et au-delà de cela, de l'écrire. Puisqu'on est parvenu à écrire des choses que Patrick n'arrivait pas à dire. Nous sommes à la prison, l'ex-prison de l'Argentière. Est-ce que cette prison pourrait s'appeler un trou à rats? Mais c'est vraiment l'image de la prison, de par les galeries qu'on voit, les coursives, les vieilles cellules. Imaginez bien que les gens qui étaient là-dedans, ils étaient vraiment enfermés. C'est pour ça qu'on dit un petit peu le trou à rats, quoi. C'est pas un club 4 étoiles quand même ici. Enfin, j'imagine que ça n'était pas. Hein. Dès qu'on commence à feuilleter les feuilles, les pages, très vite vous rentrez dans le vif du sujet. Fait moral. Alors, une histoire qui vous marque? Complètement. Ça a été une violence extrême, effectivement. C'est un détenu qui s'est suicidé le jour où j'étais de service.
de par, j'avais eu comme instruction, je le dis dans le livre, c'était au début des télévisions, de retirer la télévision. Bon, ça paraît pas un acte anodin, quoi. Mais je me suis pas aperçu que ce type-là, finalement, avait que ça. Il n'y a que ça qui le retenait et qui l'aidait à vivre, quoi. Et il s'est avéré par la suite qu'on a su qu'il s'est coupé l'artère fémorale sur son WC. Il en est mort, le pauvre bouc, d'ailleurs. Parce que j'avais retiré la télé. Enfin, c'est pour donner une image, mais ça venait de là, quoi. Vous dites, je fais mon boulot, je suis fier, j'ai réussi à aller enlever ce poste de télévision Ouais. parce qu'il ne s'était pas acquitté. Absolument. Voilà. Et puis d'un côté, dès lors que vous le voyez comme ça sur les toilettes, la Ah ben là, tête ça a baissée, été... voilà, après, moi, je reste avant tout un homme, je restais toujours un homme, même dans mon boulot, et c'est normal, quoi. Mais c'est vrai que psychologiquement, cette affaire-là m'avait touché, voilà. Même, Je crois, quand on l'avait évoqué au début, Patrick, tu m'avais dit que c'était l'élément déclencheur. j'ai vu d'autres saloperies dans ma carrière, hein, bien évidemment. Hein. Mais là, ce jour-là, pour un truc si futile, que le mec se donne la mort quand même sur son WC, en se coupant les deux artères fémorales et se vide de son sang. Bon, le soir, moi, ça va quand même travailler un petit peu, quoi. Hein. Et ça me semble humain, quoi. je me posais la question, comment ne pas juger, parce que vous le dites au tout début du livre, j'ai quelque chose, c'est je n'ai jamais jugé un détenu. Et est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchie entre un délinquant de droit commun qui a fait 2-3 conneries et un meurtrier ou un pédophile ou un violeur? C'était pas le but du livre de porter un jugement. Et d'ailleurs, Patrick le dit et le répète. Les gens sont là parce qu'ils ont été jugés par la société. Son rôle, c'était de les garder. Voilà. Loin de nous l'idée de porter un quelconque jugement. Après, une hiérarchie, Patrick est peut-être plus à même que moi d'y répondre. Bien entendu, il existe une hiérarchie dans la population carcérale. Hein. Ça a toujours existé. Je pense, même maintenant, il y a quelques années que je suis à la retraite, mais c'est toujours pareil, quoi. En règle générale, le petit en prison se fait bouffer par les gros, quoi. Enfin, pour lui donner une image, quoi. Hein. Votre début de carrière, ma foi, voilà, vous vous retrouvez à Fresnes. À Fresnes, oui. Voilà, en tout début de carrière, vous voyez certains de vos collègues user, parfois abuser de la violence envers les détenus, alors que c'est quelque chose vous ne souhaitez pas au départ. Dans la prison, en 1980, il se passait des choses qui maintenant, officiellement, on va dire, ne se passent plus. Mais bon, c'est vrai qu'en 1980, la gestion de la détention n'était pas la même que maintenant, et qu'on employait facilement la force. Voilà. Des deux côtés d'ailleurs. Les détenus pouvaient être violents aussi, mais c'était fortement réprimé physiquement par nous. Voilà. Si je peux me permettre, ce que dit Patrick existe aussi dans la police. La police a évolué, malgré ce qu'on entend aujourd'hui. La police est beaucoup moins violente que ce qu'elle a été, notamment dans les années 80 ou après les années 60. Alors justement, qu'est-ce qui a évolué des années 80 à aujourd'hui? Ça a évolué en bien, les conditions de détention, les conditions de travail, évidemment, des agents pénitentiaires, ou au contraire, il y a eu un délitement total de l'administration qui, aujourd'hui, par faute de moyens, par faute d'envie, ou parfois simplement, on s'en fiche un peu. Nous, on avait ce qu'on appelait vraiment l'autorité, quoi. Sûrement comme dans la police aussi, pareil, en 80, quoi. Mais bon, maintenant, après, les incidents qu'il y a en détention ou qu'il y avait avant, ce sont sûrement les mêmes, quoi. Je veux dire, les incidents type agression de personnel, violence de détenus envers d'autres détenus aussi, parce qu'il y en a plein aussi de ça, voilà. Bon, après, bon, bien évidemment que nous, on les canalisait et on intervenait pour que ça cesse, dans tous les cas de figure, quoi. Mais on avait peut-être des moyens en 80 que maintenant, ils ont peut-être plus les mêmes moyens, voilà. Voilà, il y avait des débordements qu'il n'y a peut-être plus maintenant. C'est plus encadré. Enfin, j'ose l'espérer, quoi. Et je pense que dans la police, c'est le même système, quoi. Bon, c'est assez paradoxal parce que la population, qu'elle soit carcérale ou la société est de plus en plus violente. Mais malgré ce qu'on pense, la police et l'administration pénitentiaire l'est de moins en moins. Malgré ce que disent certains médias. En 2019, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France sur les conditions de détention et notamment la surpopulation carcérale. Il y a eu véritablement un gros changement par rapport à cela, où aujourd'hui certains détenus dorment sur des matelas, même le sol. C'est la réalité des prisons aujourd'hui. Alors, moi, il y a déjà 9 ans que je suis à la retraite quand même, donc je ne peux pas trop m'avancer non plus. Mais même sur mes dernières années de service, oui, j'ai vu des détenus qui dormaient sur un matelas, même le sol, effectivement. Lorsque dans un établissement, vous n'avez plus de capacité d'accueil, et ça arrive, hein, c'est souvent d'ailleurs en surpopulation pénale partout, et c'est vrai que s'il y avait 5 places, qu'il y avait un 6e détenu, eh bien, ça paraît bête de dire ça comme ça, mais c'est vrai que le gars dormait par terre sur un matelas.
Et je suis persuadé que ça existe encore. Ouais, ça, c'est la surpopulation pénale. Hein. Voilà. Vous avez fait les plus grandes prisons de France, la Santé, les Baumettes, Fleury-Mérogis, Fresnes. Quelle est la pire des prisons que... Celle que j'ai le plus mal vécue, franchement, c'est les Baumettes. Donc votre dernière, lieu La d'avoir dernière. la retraite. Bon, déjà, j'étais censé, je n'étais plus surveillant de prison parce que j'étais premier surveillant, donc j'étais passé gradé, comme on dit. Voilà, c'est un cumul de circonstances qui ont fait que je suis devenu gradé sur la fin de ma carrière et que j'ai pris mon service au Baumettes. Et c'est vrai que là, cette prison m'a achevé en fait dans mon boulot, quoi. Voilà. Psychologiquement, c'est ce qui m'a, je pense, le plus achevé. J'ai pas pu cautionner tout ce que j'ai vu dans cette tôle. Quel rôle ont-elles eu, votre femme, votre fille, dans votre résistance à ces souffrances vécues au quotidien? Parce qu'on le voit, on le sent, qu'il y a une souffrance permanente chez vous. J'ai usé un peu trop de l'alcool, comme beaucoup, malheureusement, de collègues, voilà, faut bien dire ce qui est. Après, je cherche ni excuses, ni généralité, peut-être. Mais c'était une substance dans laquelle on se retrouvait souvent avec des collègues, on abusait de l'alcool, parce que, sûrement, que ça nous faisait déstresser, quoi. C'était un faux médicament, hein, on est bien d'accord. Maintenant, d'ailleurs, je n'en vois plus du tout, pour d'autres raisons. Mon épouse et ma fille, certes, m'ont été d'un grand secours, voilà, je leur dois tout. Et elles ont supporté quand même des choses, c'est vrai, de par ces mauvais comportements que j'avais à cause de ce boulot, sûrement. C'est des mauvais comportements, je m'entends. Hein. On n'était pas dans un métier normal. Et voilà, je ne cherche pas d'excuses, on n'était pas dans un boulot normal. Moi, l'ayant vu de l'extérieur, une fois de plus, si je peux me permettre, concernant son épouse et sa fille, surtout son épouse, puisque ta fille était... je pense qu'elles ont subi. Voilà, c'était avant tout subir la carrière et l'addiction à l'alcool aussi, qui était liée. Mais voilà, elles ont été, entre guillemets, victimes de ce cursus professionnel que Patrick a eu avec... voilà, alors, la prison a certainement changé, ce qu'on raconte là est assez stupéfiant, mais voilà, elles ont certainement subi. Patrick, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre dans une prison lorsqu'on est agent pénitentiaire? Est-ce qu'il y a d'ailleurs un bizutage des détenus quand un nouveau maton gardien arrive? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça bizutage, mais c'est sûr que lorsque vous avez, comme moi, 20 ans, que vous arrivez à Fresnes en 1980, bon, il y a des détenus, il y a toutes sortes de détenus, on est bien d'accord, mais bon, ils voient bien que vous êtes novice et jeune, quoi. Certains peuvent essayer d'en profiter pour diverses choses, quoi. Mais bon, c'est encore paradoxal parce qu'en 80, on avait quand même l'autorité. Vous étiez jeune surveillant, mais les détenus ne se loupaient pas comme maintenant, ça devait pouvoir arriver, quoi. Ils savaient très bien qu'ils risquaient gros aussi. Ce qui est difficile à vivre pour les agents, c'est sûr, je me répète une fois de plus, c'est un métier hors norme. Et après, peut-être que tout le monde ne vit pas pareil. Mais la prison, c'est un monde vraiment à part. Je veux dire, vous le voyez ici quand vous êtes dans ce décor, j'imagine que pour le monsieur lambda qui ne connaît pas la prison, qui rentre là-dedans, ça peut déjà le faire reculer, on est bien d'accord. Et ensuite, après, c'est une accumulation de choses, parce que la prison, c'est la privation de liberté, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Et on ne peut pas faire plus à quelqu'un que de priver de sa liberté. Et un type qui rentre en prison, il est privé de liberté, quoi qu'il arrive, et quoi que les gens peuvent dire. Hein. La vie est gérée à l'intérieur de l'établissement. Vous faites ça à l'heure qu'on vous dit de faire ça, vous ne faites pas ça si on vous dit de ne pas le faire. Et voilà, il y a des règles. Et puis, on peut dire ce qu'on veut, mais en prison, les gens se retrouvent enfermés, malgré tout. Même en 2021, le soir à 19h, quand les portes des cellules se ferment, le gars, il est enfermé, seul avec lui-même, quoi. Alors justement, Marc, à la coécriture de ce livre, vous aviez déjà une certaine idée de la prison en étant flic. Est-ce que votre regard a changé à l'écriture et surtout à entendre le témoignage de Patrick et de le coucher sur une page? Évidemment, mon regard a changé dès la première rencontre, où je me rends compte que Patrick, déjà, comme je le disais tout à l'heure, a le même ressenti que moi. Mais lorsqu'on rentre dans le détail de son récit, là, je suis effaré. Oui. Je ne pouvais pas imaginer, même moi, hein, qui ai été pendant 30 ans flic, et qui en est fait, pour reprendre le terme policier, monté aux gamelles énormément, beaucoup. Non, je ne pouvais pas imaginer ça. Oui. Donc c'est vrai que je sors de ma carrière cabossée, avec un côté psychologique. Moi, ce que j'ai mal vécu, c'est la fin de cette, comment dirais-je, cette vision humaniste qu'il fallait plus ou moins avoir, parce que c'est un boulot, comme le dit Patrick, en prise directe avec l'être humain. Donc, la police se déshumanisait. Il n'y avait plus de regard pour l'être humain. Donc, évidemment, je prends ça dans la gueule, je prends son témoignage dans la gueule, et
c'est délicat à dire, je veux pas, mais je me suis dit, voilà, certains gars que j'ai fait monter au Gamel ont vécu ça. J'ai eu quelques interrogations. Ouais. En quoi ce livre peut faire changer notre regard en tant que lecteur? Le but du livre, déjà, n'est pas que de parler des conditions de détention, c'est aussi de parler des conditions de travail des surveillants. Hein. C'est la prison dans son aspect général. Vous le disiez au début de l'interview, les gens ont beaucoup d'a priori et d'idées reçues sur la prison, le Club Med, la télé. Patrick va le détailler mieux que moi après. C'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça. C'est la privation de liberté, mais c'est aussi la privation du reste et, me semble-t-il, l'humiliation quasi permanente. Je voudrais revenir sur l'humiliation permanente. Elle est quand même pas faite en permanence par le personnel sur un détenu comme ça volontairement, quoi. Mais il faut bien comprendre que quelqu'un qui arrive en prison déjà, et ça peut arriver à tout le monde, c'est aussi mon regard et qui m'a fait travailler sur ce bouquin, quoi. C'est que je considère que tout le monde peut se retrouver du jour au lendemain détenu. Alors ça veut dire quoi de se retrouver détenu? Quand on dit humiliation, vous imaginez bien que déjà le monsieur lambda, le personnage lambda qui est écroué, déjà première humiliation qu'on veuille ou pas, c'est une fouille à corps, une fac qu'on appelle. Et ça se fait toujours. En fait. Les règlements de compte en prison, vous les connaissez, vous, en tant qu'agent. Est-ce que certains agents laissent faire Alors, règlement de compte, oui, bien sûr, il y en a tout le temps en prison, ça doit toujours exister d'ailleurs. Alors, que l'administration laisse faire, je n'irai pas jusque-là, mais l'administration, sûrement, et le personnel. Donc, des fois, ça arrange la gestion de la détention. Quoi. Je reviens souvent là-dessus. Quoi. Parce que si vous avez des individus qui ne veulent pas rentrer dans le moule, comme on dit, quoi, hein, et qui perturbent la bonne marche de l'établissement, s'il doit y avoir des règlements de compte par rapport à ça, bon, mais ça se fait. On est bien d'accord. Je ne dirais pas on laisse faire ouvertement, mais bon, des fois, on peut aussi tolérer certaines choses qui se passent. Quoi. On parlait tout à l'heure de la hiérarchie, on parle d'un fameux cannibale que dans le livre. Ah oui. Vous avez rencontré de sacrés personnages. Mais le cannibale, c'est le japonais cannibale. Voilà. Bon, je tairai son nom officiellement parce que ce monsieur est encore en vie. Voilà. C'est ça, voilà. C'est l'affaire qui avait fait grand bruit à Paris, où un japonais avait mangé une femme après l'avoir congelée, découpée en morceaux. Et c'est vrai que j'étais là le soir où ce monsieur est arrivé en prison et qu'on l'avait reçu d'ailleurs assez. Ça avait été un petit peu bien mouvementé parce qu'il voulait pas ne voulait pas se plier à la discipline. C'est ça, exactement. Voilà, c'est vrai. Donc, et bon, là, on a fait ce qu'il fallait, quoi. C'est ça. C'est-à-dire. Mais est-ce que vous êtes impressionné quand vous voyez ce genre de personnage absolument monstrueux, parce que là, on peut parler de monstre. Hein. C'est un monstre. C'est ça, c'est un monstre. D'ailleurs, vous citez un moment. Justement, il y a d'autres personnages comme ça que vous avez rencontrés, des gens qui ont fait les pires saloperies. J'en ai vu, oui. Mais bon, des saloperies, oui, bien sûr. Tout ce qui est viol d'enfants, tout ça. En fait, bon. Ce qui est intéressant, intéressant, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est que Patrick a quand même gardé les derniers condamnés à mort. Je ne sais pas si vous alliez venir. Oui. C'est assez particulier de l'évoquer aujourd'hui. Parce qu'en 80... Moi, pas seul, avec mes collègues. Ça, voilà. Mais nous étions de service de nuit lorsque les 7 derniers condamnés à mort sont passés par notre établissement, c'est-à-dire à la santé. On les a eu une ou deux nuits d'ailleurs. Je les connais tous, je me rappelle même les noms. Hein. Non, mais bon, je ne veux pas citer les noms, parce qu'il y en a qui sont encore vivants. Hein. Et bon, c'est vrai que ça, c'est un passage de ma carrière qui marque, après, surtout avec le recul du temps. Quoi. Ils étaient quand même encore condamnés à mort, puisqu'ils ont été graciés qu'en 81 avec François Mitterrand. Quoi. Mais lorsqu'on les a eu en compte, bon, ils étaient susceptibles de passer à la guillotine. Quoi. Justement, est-ce qu'on a l'envie, mais après il y a la barrière du métier, vous êtes de l'autre côté de la porte, parfois envie de lier d'amitié avec des détenus? L'amitié, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais bon, c'est vrai que il m'arrive encore de rencontrer des gens que j'ai eus en détention, quoi. Hein, parce que je parle des détenus quand même à des pointures et des fortes personnalités quand même. Hein. Moi, je fais bien la différence entre, je ne sais pas s'il faut employer ce terme, si c'est pas péjoratif, les racailleries là ou les voyous, le monde des voyous, il y a des gens aussi intéressants, quoi. Voilà, c'est ce que je vois des gens à l'extérieur que j'ai gardés et pour qui j'ai une certaine affection, effectivement, oui. J'ai eu des gros détenus que j'ai gardés, que je revois des fois. Voilà. Bon, mais ce sont des mecs comme vous et moi, quoi. Hein, donc on est bien d'accord. Dans les voyous, il y a le code d'honneur. Il existe encore, mais dans les vrais voyous, il n'y en a plus beaucoup, malheureusement. Voilà. Je ne peux pas me lier d'amitié avec un minot de 15 ans qui va arracher le sac à une mamie, par exemple, pour vous donner un exemple, quoi. Mais bon, j'ai connu dans le banditisme des gens plus intéressants, quoi. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a essayé d'évoquer dans le livre, c'est... pour résumer, la gestion de la détention. Faire comprendre aux gens, pour répondre à votre question
précédente, qu'être surveillant de prison, ce n'est pas que ouvrir et fermer des portes. La gestion de la détention, c'est-à-dire, Patrick, une fois de plus, en parlera mieux que moi, mais gérer, comme il le disait, même parfois en laissant les caïds un peu vous donner la main, si on peut dire, enfin, pas vous l'avaler. Voilà, ce qui est intéressant dans le livre, je pense que c'est ça. Et pour répondre à votre question, voilà, pour les gens qui connaissent rien à la prison, ça peut les éclairer là-dessus. Voilà, parce que ce n'est pas, je le répète, que ouvrir et fermer les portes. Il y a un côté psychologique très important. Parler, partager, enfin, voilà. Ouais, parler permet de désamorcer complètement. un début de conflit. Ça, par contre, je l'ai appris à mes départs, moi, tout au long de ma carrière, après en évoluant, quoi. C'est basé sur le dialogue, quoi. En discutant avec un détenu, vous arrivez à régler pas mal de choses. À moins de tomber sur quelqu'un qui est vraiment borné et tout, mais ce n'était pas toujours le cas, heureusement. Mais vous arrivez à adoucir les situations, à les canaliser, quoi. C'est un métier, quoi. Surveillant de prison, voilà, j'accentue sur le truc. C'est vraiment un boulot, quoi. Hein. Donc, quand on veut le faire convenablement. Et bon, ça, c'est avec le temps et les années après qu'on apprend à discerner tout ça, quoi. Mais c'est vrai que la détention, c'est une société, ça vit. Qu'est-ce que les gens peuvent dire? Une prison, il faut qu'elle vive. On appelle ça un établissement pénitentiaire. Il faut gérer ça. C'est une gestion de détention. C'est une société dans la société. Dans la prison, du matin au soir, elle tourne, quoi. Les gens vivent dedans, vont en promenade, vont au sport, vivent, mangent, boivent. Il faut les gérer, quoi. C'est un métier, c'est une gestion. Hein. Et avec ce qu'on entend aujourd'hui, on va dire un peu sur l'actu, où, à écouter certains, il faudrait incarcérer tout le monde, il est intéressant de se pencher dans le bouquin. Alors c'est un ancien flic qui le dit, je ne dis pas qu'il faut libérer, enfin ne pas incarcérer, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé autre chose. Hein. La société n'a pas trouvé un autre moyen de sanctionner le délinquant ou le criminel. Mais dans ce mouvement-là aujourd'hui, où à travers les chaînes info, on entend en permanence qu'il faut toujours plus incarcérer, notre ministre de la Justice aujourd'hui est souvent d'ailleurs la cible de beaucoup, il est intéressant de se pencher dans ce livre et voir réellement ce que c'est. J'ai pas la solution, je prétends pas avoir la solution. Hein. Justement, une autre idée reçue, les personnalités connues, les gens qu'on connaît, des stars, des hommes politiques, toutes sortes qui passent par la case prison à un moment donné de leur vie, vivent dans des cellules absolument fantastiques, en 4 étoiles. Est-ce que c'est vrai ou pas, cette histoire? Alors, je sais qu'il y a des quartiers VIP dans les prisons. Bon, moi, je n'ai pas spécialement vu pendant mon service, quoi. Mais c'est vrai que, mettons, à la maison d'arrêt de la santé, il y avait un quartier VIP qu'ils appellent, où des personnalités sont passées. Bon, ça reste quand même la prison, malgré tout. Hein. Moi, j'ai connu quand même quelques détenus célèbres, j'en ai connu quelques-uns, hein, mais qui étaient au même niveau que les autres, quoi. C'est un petit peu des... On entend pas mal de bêtises là-dessus, je pense, quand même. Hein. Justement, ce qui est bien aussi voilà, de remettre un peu... Parce que, bon, moi, ce que j'ai connu, qui était quand même une personnalité, je dirais pas le nom non plus, là, mais bon... Il était quand même en cellule comme les autres et tout, quoi. Je veux dire, voilà. Un quartier VIP, c'est quoi? Que le détenu aura une cellule peut-être un peu plus grande que l'autre, mais bon, ça n'empêchera pas que le soir, il va être fermé dedans, quoi. Hein. Alors, je pense qu'on entend pas mal de conneries là-dessus, quoi. Hein. Bon, on peut pas mettre... souvent, un détenu, une personne qui arriverait vraiment très connue, très médiatisée, il va au quartier d'isolement, quoi. Pour des raisons administratives, tout simplement. On ne peut pas le mettre, mettons, dans la faune carcérale. Mais bon, ça peut pas. Un quartier VIP ne peut pas devenir un hôtel 4 étoiles, ça c'est pas vrai, c'est faux ça. En tout cas, je vous invite vraiment à lire ce livre, Le Touara, un surveillant dans l'enfer des prisons françaises, Patrick Merly, Marc Lamolas. C'est aux éditions Fauve, à retrouver évidemment chez tous les bons libraires. En tout cas, merci infiniment d'avoir gardé cette sensibilité l'un et l'autre, parce que vous ne l'avez pas perdu malgré toutes ces années, vous avez été cabossé. Donc soyez remerciés pour cela. Vous êtes deux personnages où l'humain est prépondérant, et ça c'est bon en cette période actuelle. Et puis bon vent à vous pour ce deuxième ouvrage qui va sans doute s'écrire, et on se reverra peut-être pour les réponses en tout cas et les solutions apportées à l'univers carcéral.